Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau studio de l'IA Joseph où nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission au Périscope. Alors comme chaque mois, nous allons aujourd'hui aborder une thématique nouvelle et nous vous proposons de réagir aux propos de nos intervenants en vous rendant sur la plateforme X où vous pourrez réagir avec le hashtag au Périscope. Le numéro d'aujourd'hui est donc consacré à la prévention et à la gestion des conflits. Et pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui 4 invités, 3 en présentiel, 1 à distance. Et on va commencer par ceux qui sont en présentiel, à commencer par vous, Laetitia Chardanoine. Vous êtes chef d'établissement au lycée général et technologique Joseph Desfontaines à Melle, dans le 79. Merci d'être avec nous. Merci à vous. En face de vous, Michel Quéré, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous également. Merci à vous. Et en face de vous, enfin, Stéphane Marais, vous êtes directeur de la communication et du mécénat du CHU de Poitiers, et par ailleurs médiateur diplômé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Allez, je me tourne vers nos écrans où nous retrouvons Jean Pralon. Jean Pralon, vous êtes enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour. Parfait, merci d'être avec nous. Donc, je vous propose, comme pour chaque émission, de diviser le propos en 2 sections. Une première qui sera consacrée aux enjeux pour un peu introduire notre sujet du jour. Et une seconde qui sera plus orientée autour d'un débat qui nous permettra de discuter autour de cette thématique de la prévention et de la gestion des conflits. Peut-être pouvons-nous démarrer avec vous, Michel Quéré, pour introduire ce sujet. En quoi cette thématique, selon vous, est-elle universelle aujourd'hui ? Oui, alors dans cette réflexion sur prévenir et gérer les conflits, moi je voulais souligner peut-être des éléments de contexte finalement et de positionnement de la question, en disant que cette question, cette thématique est effectivement universelle, elle existe depuis toujours. C'est le propre de l'activité humaine, le conflit, n'ayons pas peur de le dire, parce que si on fait un peu, j'allais même dire, si on fait de l'anthropologie de bazar, on pourrait dire que le conflit, c'est y compris le propre des sociétés animales, où le conflit se réglait de deux manières, soit par la violence, le combat, ou par l'évitement. On allait dans une autre tribu quand on était animal, le cas échéant, ou entre espèces animalières d'ailleurs aussi. Mais la finalité de ce conflit évolue avec les sociétés humaines, c'est-à-dire que je quitte le terrain des sociétés dites primitives pour venir sur celui qui nous concerne plus fortement, qui est celui des sociétés dites civilisées. Et là, on est d'un côté dans une dimension, organisée de la gestion et donc de la prévention des conflits. Mais je voulais juste souligner que le conflit, c'est vraiment une caractéristique totale, une caractéristique spécifique des sociétés humaines, parce que nous sommes humains et nous interagissons. Et la différence avec les sociétés animales, d'ailleurs, c'est que nous avons la parole. Et nous avons du coup l'argumentation et l'échange. Et la parole et l'échange sont le propre de l'interaction, de l'activité humaine, et donc de caractère universel du conflit par définition, si je puis dire. Donc le conflit est toujours là, toujours présent dans notre vie quotidienne, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner, c'est que dans l'état de société que nous formons, le conflit est organisé. C'est-à-dire qu'il y a des règles comme point de repère, il y a une acceptation des comportements de l'autre dans une certaine mesure, et l'interaction individuelle est régie finalement par des règles collectives qui lissent, qui diminuent nécessairement le conflit. Qu'il s'agisse de la loi par définition s'impose à tous et nul n'est censé ignorer la loi selon le vieil adage. Donc cet état de société nous permet de canaliser en fait entre guillemets la notion de conflit. Mais c'est le propre de l'homme, le conflit, je tiens peut-être à y revenir, à le souligner. Donc si nous sommes dans cette dimension, il faut peut-être descendre, c'est pas parce qu'on fait société qu'il ne faut pas s'intéresser aux composantes de cette société, c'est-à-dire à la fois l'entreprise, à la fois une association, à la fois l'éducation nationale, un hôpital, qui sont des illustrations qui sont prises aujourd'hui, sont des creusets de société en quelque sorte, qui font école, j'allais dire. Et la particularité de l'éducation nationale d'ailleurs, c'est de former les jeunes à l'acquisition de ces valeurs qui font société et qui vont permettre de définir, de canaliser aussi quelque part le conflit. Alors s'il fallait donner une définition ou aller vers, une fois ce contexte posé, dire quelques mots sur la définition qu'on peut donner au conflit, je dirais simplement il faut un émetteur et un récepteur. Il faut une interaction avec des échanges qui peuvent être verbaux, écrits, et au fond une forme d'argumentation qui n'est pas partagée, puisque par définition, ça va donner lieu à friction et à conflit. Et là,
je dirais, il y a des gradations qu'on va peut-être voir revenir dans nos échanges. Je pense que les échanges d'opinion, ça peut être perçu dans une certaine mesure comme des conflits, mais des conflits faibles, si je puis le dire ainsi. On peut avoir aussi des interactions tendues, à la fois interpersonnelles ou professionnelles, et là encore, on va peut-être graduer un peu plus fortement cette notion de conflit. Et puis, il y a, je ne sais pas s'il faut appeler ça des conflits explicites, au sens des interactions verbales ou écrites qui sont dures entre des personnels ou entre des institutions, ou entre des sous-morceaux d'institutions. Et j'allais dire, le paroxysme, c'est peut-être la notion de crise qui apparaît aussi comme une composante forte des conflits. Et cette gradation est certainement à prendre en considération pour établir des règles de résolution ou de fonctionnement, de gestion de ces conflits. Alors, peut-être dire aussi que si on essaye de trouver des déterminants à la notion de conflit qui est le propre de l'homme, à nouveau, je dirais que le manque d'écoute des uns par rapport aux autres est certainement une composante. Le manque ou plutôt des argumentations excessives, enfin, on dit souvent ça dépasse ma pensée, etc. Enfin, on sent bien qu'il y a aussi là, dans la manière d'interagir, des comportements qu'on peut retrouver de façon plus heureuse que quand on dépasse sa pensée en quelque sorte. Et puis, je crois que le propre du conflit, c'est l'enjeu de la négociation et de la détermination, effectivement, d'un cadrage de règles qui permet de revenir à une relation interagissante qui soit plus heureuse et qui nous démine, entre guillemets, une situation tendue. Mais peut-être en dernier lieu dire que le conflit, pour moi, la plupart du temps, ça peut être salutaire. C'est-à-dire que le conflit est parfois positif. C'est-à-dire quand on est dans une relation d'échange, certes frictionnelle, mais de bon commerce, permettez-moi d'utiliser ce terme, je pense qu'on peut avoir des convergences de vues qui peuvent être innovantes, qui peuvent être positives. Et le conflit en soi n'est pas nécessairement une chose malheureuse. Par contre, il y a des formes de conflit qui portent de la négativité qu'il faut absolument arriver à maîtriser, parce que cette négativité peut être aussi non seulement désenchantante, si je puis dire, mais voire destructrice. Et il n'y a rien de pire qu'effectivement une situation où on a coupé les ponts, comme on dit, où on a une situation frictionnelle, structurelle, en quelque sorte. Donc là, la notion de conflit n'est plus positive, n'est plus porteuse d'innovation, d'une certaine mesure, mais au contraire, est porteuse de négativité. Et je crois que cette dualité du conflit est certainement à prendre en considération dans la manière dont on peut tenter de les prévenir et de les guérir, d'une certaine mesure. On va y revenir justement dans la seconde partie sur des exemples concrets de ce qui peut se faire dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, et également dans la santé pour le coup. Mais avant ça, je vais m'interroger peut-être Jean Pralon. Jean Pralon, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Que dit le management sur ce sujet du conflit ? Alors, on dirait peut-être deux choses. La première, c'est que si le conflit porte sur des goûts, des préférences, des intérêts personnels, c'est pas très grave au fond. On peut tous avoir un avis différent sur le fait de savoir si Poitiers est la plus belle ville du monde ou pas, et c'est pas très grave qu'on ne partage pas le même. En revanche, ce qui serait important, c'est de considérer que dans les organisations, dans une institution, le conflit prend des formes un peu différentes, et que pour ça, il faut essayer de décoder les choses d'une façon un peu plus institutionnelle. Alors, pour le dire un peu autrement, une organisation, ça sert à distribuer du pouvoir. Et donc, dans une organisation n'importe laquelle, chacun des acteurs va se retrouver plus ou moins détenteur de pouvoir, et donc plus ou moins capable d'exprimer sa pensée, ses envies et ses attentes. Et dans les travaux de Michel Crozier, quand Crozier étudie les cas de conflictualité, alors la CEITA, quand il l'a fait à grande époque de ses premiers travaux, s'est rendu compte que le conflit qui apparaît n'est pas un conflit d'opinion, c'est pas une question de savoir si Pierre ou Paul a raison, c'est plutôt un conflit de distribution du pouvoir, parce qu'il y a d'un côté des gens qui ont du pouvoir et qui sont tentés de l'exercer et de l'utiliser, et d'autres qui n'ont pas du tout envie de subir ce pouvoir-là. Donc très souvent, la question du conflit, il faut la penser dans un contexte qui va être avant tout un contexte de distribution du pouvoir. Donc chez Crozier, le conflit, c'est l'expression d'un conflit de pouvoir entre des gens sur lesquels on essaie d'exercer du pouvoir et qui n'ont pas envie qu'on les manipule et qu'on les maltraite, et puis d'autres qui ont envie que ce pouvoir soit bel et bien exercé. Et une postérité parfois un peu malheureuse de Crozier, c'est de penser que
toute personne qui résiste, qui s'oppose, donc toute personne qui entre en conflit, le fait au nom de ses intérêts personnels. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de résistance au changement, qui est une des notions qu'on connaît par cœur, que tout le monde croise un peu un jour ou l'autre, et on dit, mais celui qui résiste, celui qui s'oppose, celui qui entre en conflit, qui exprime son opinion, c'est qu'il fait de la résistance au changement, ce qui voudrait dire que les contraintes qu'on lui impose seraient forcément légitimes et qu'il aurait bien le temps de s'y opposer comme une forme de résistance au changement naturel qui ne pourrait qu'advenir dans toutes les situations. Alors évidemment, c'est un peu rapide pour dire les choses, mais dans cette lecture-là, on se dit quand même que le conflit de personnes autour des opinions n'est qu'une petite partie du problème. La réalité, c'est que les organisations distribuent du pouvoir et donc elles distribuent des positions aux uns et aux autres, et que c'est à partir de ça qu'on peut comprendre d'où vient le conflit. Le conflit n'est pas qu'une question d'avis personnel, c'est aussi une question de position entre les uns et les autres, ou peut-être aussi une question de conflit de statut. Quand un chef d'établissement, par exemple, cherche à faire connaître des nouvelles règles et des nouvelles directives, il n'est pas en train d'exprimer son opinion, et il n'est pas en train de demander l'opinion de ses équipes, il est en train d'exprimer son statut, c'est-à-dire d'exprimer que son rôle, c'est de faire passer un certain nombre de nouvelles règles. Et c'est en ça qu'il faut le comprendre aussi. Merci beaucoup Jean Pralon, ainsi s'achève donc cette première partie consacrée à la présentation des enjeux autour de notre thématique du jour, à savoir la prévention, la gestion des conflits. On va poursuivre sur un débat désormais avec nos 4 intervenants, mais avant ça je vous propose de découvrir la Minute Juris. Elle vous est présentée cette fois-ci par Raphaël Mata-Duvigneau. Dans des temps plus anciens, la gestion des conflits se réalisait notamment par la pratique du duel, judiciaire d'abord, d'honneur ensuite. Malheureusement, cette noble tradition, aux accents parfois romantiques, a été supprimée au profit d'un règlement plus procédural des conflits et plus respectueux du droit et des droits. Sur le plan juridique, un conflit existe lorsqu'une décision prise par l'administration est contestée par son destinataire. De manière classique, la gestion d'un conflit se déroule devant le juge. Mais contrairement aux idées reçues, il existe aussi des modes alternatifs extra-juridictionnels permettant aux administrés, aux usagers ou au personnel d'exposer et de régler leurs différends avec l'administration d'une manière plus rapide et surtout plus souple, accessible et personnalisée. Les modes alternatifs de règlement des différends sont un ensemble de procédés permettant à des personnes en conflit d'apporter d'un commun accord et avec un esprit de consensus une solution sans que celle-ci ne soit issue d'une décision juridictionnelle. Sans m'attarder dessus, je soulignerai d'abord l'existence, depuis quasiment toujours, des recours administratifs gracieux ou hiérarchiques, régis à l'article L411-2 du Code de justice administrative, permettant de demander à l'autorité administrative ayant pris une décision de revenir sur cette dernière, de la modifier, de la retirer ou encore de l'abroger. C'est le mode classique, traditionnel, qui obéit à des règles procédurales strictes. Plus largement, le droit encadre un certain nombre de processus alternatifs de règlement des différends. Certains reposent sur l'intervention d'un tiers, lequel peut recevoir mission de trancher la contestation, l'arbitrage, de rapprocher les parties en faisant le cas échéant des propositions, la conciliation, ou de restaurer entre elles la communication pour qu'elles parviennent à résoudre le conflit par elles-mêmes, la médiation. L'accord auquel aboutissent les parties peut aussi prendre la forme d'un contrat qui peut revêtir la qualification de transaction s'il se caractérise par des concessions réciproques. Dans certains cas, cet accord peut ou doit être homologué par une juridiction pour acquérir force exécutoire. Le recours au mode alternatif est encouragé par les pouvoirs publics pour des raisons à la fois sociales, c'est-à-dire encourager un règlement pacifique des contestations en redonnant aux citoyens le pouvoir, mais aussi économique, c'est-à-dire la volonté de désengorger les juridictions. Je concentrerai mon propos sur les médiations administratives. Il existe depuis 1999 un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, inséré à l'article L23-10-1 du Code de l'éducation. Le médiateur est nommé par arrêté des ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il existe également une dynamique de déconcentration puisque dans chaque ressort académique sont institués des médiateurs académiques. Leur activité est coordonnée par le médiateur national. Ce dernier reçoit les réclamations relatives aux services centraux du ministère ainsi que des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie. Les médiateurs académiques, quant à eux, sont compétents pour les réclamations concernant les services et les établissements situés dans leur circonscription. Le médiateur n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante, mais bien un organe intégré au ministère. Toutefois, il agit de manière impartiale et neutre. Et à ce titre,
Il adhère à la charte du Club des médiateurs du service public qui fixe des garanties déontologiques strictes dont l'indépendance, la neutralité ou encore l'impartialité. La mission définie par les textes reflète le particularisme des médiations institutionnelles puisqu'il s'agit à la fois de médiation et d'assurer le traitement extrajudiciaire des réclamations. Ces dernières peuvent avoir des objets divers. Pour les personnels, par exemple, questions financières, problèmes d'affectation et de mutation, déroulement de carrière, questions statutaires, recrutement ou encore retraite et protection sociale. Pour les usagers, difficultés d'inscription et d'orientation, vie scolaire, vie universitaire, examen et concours, questions sociales ou encore inclusion. Surtout, il existe une contrainte procédurale pour saisir le médiateur. La réclamation doit être précédée de démarches auprès de l'établissement concerné. C'est ce que dit l'article D 222-41 du Code d'éducation. Le médiateur dispose de pouvoirs d'investigation pour l'instruction de ses affaires, notamment. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales. Les issues envisageables à l'intervention du médiateur sont doubles. Soit ce dernier peut refuser d'appuyer la réclamation, soit il peut appuyer cette dernière et émet alors des recommandations à l'adresse de l'établissement ou du service concerné. Ces recommandations n'ont pas la nature de décision administrative. En outre, selon l'article D 222-41, lorsqu'une réclamation entre dans la compétence du défenseur des droits, la saisine de ce dernier met fin à la procédure devant le médiateur de l'éducation. Il est important de préciser que les attributions des médiateurs nationaux et académiques s'inscrivent plus généralement dans le champ d'application de la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice, laquelle a expérimenté une médiation préalable obligatoire à certains recours contentieux formés par certains agents publics, et notamment ceux de l'éducation nationale. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise cette démarche expérimentale. Désormais, les principes sont fixés aux articles R 213-10 et suivants du Code de justice administrative. La médiation obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans les délais du recours contentieux prévus à l'article R 421-1 du Code de justice administrative, soit dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette notification doit d'ailleurs mentionner l'obligation de saisir le médiateur et indiquer les coordonnées de ce dernier. La lettre de saisine du médiateur doit obligatoirement être accompagnée de la décision contestée. Dans ce cas, la saisine interrompt le délai des recours contentieux et suspend les éventuels délais de prescription. Les textes imposent la médiation préalable obligatoire pour les recours formés par les agents publics à l'encontre de différentes catégories de décisions administratives individuelles, lesquelles seront qualifiées dans ce cas de défavorables. Par exemple, les décisions défavorables relatives aux éléments de rémunération, au refus de détachement ou de placement en disponibilité, de refus de placement en congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé. D'autres décisions peuvent être contestées, comme le refus d'une promotion interne ou d'accès à une formation professionnelle tout au long de la vie. Toutefois, pour que l'usage de ces modes alternatifs progresse, il convient de développer l'éducation à ces modes alternatifs. À l'éducation nationale, la sensibilisation à ces techniques s'inscrit dans l'objectif de l'article L111-1 du Code de l'éducation. Et différents dispositifs participent spécifiquement à la diffusion de l'esprit des modes alternatifs de règlement des différends. Je ne ferai que les citer. Par exemple, l'enseignement moral et civique, le recours par certains établissements à des dispositifs de médiation par les pairs, où certains élèves sont formés donc aux techniques de médiation et les exercent pour résoudre des conflits survenant entre leurs camarades. Par ailleurs, l'intervention d'un médiateur reste le plus souvent conditionnée à l'exigence d'une qualification ou d'une formation préalable. Mais soyons réalistes, le chemin pour une généralisation des modes alternatifs de règlement des différends est encore long. Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouve dans nos prochains numéros pour une nouvelle Minute Juris. Alors, mesdames et messieurs, dames, je le disais tout à l'heure, je vous propose maintenant de passer à notre débat autour de cette thématique de la prévention et de la gestion des conflits. On l'a dit, donc d'abord prévenir, ensuite gérer, mais peut-être commencer par prévenir, et on va commencer avec vous, Laetitia Chardavoine. Comment concevez-vous la prévention des conflits, vous, en tant que chef d'établissement ?
Alors, comment je conçois la prévention des conflits? Pour moi, ça passe par le fait de poser un cadre de confiance et de respect, c'est-à-dire un cadre de communication entre les personnels, entre la direction et les personnels, la direction et entre l'ensemble des personnels, qui soit vraiment respectueux de la diversité des personnes qui constituent ces personnels. C'est-à-dire, j'insiste beaucoup auprès des enseignants et des personnels non enseignants sur le fait que nous sommes tous individuellement des êtres humains avant d'être le professionnel qui se trouve dans cette structure commune autour d'objectifs communs qui sont plutôt à visée éducative, et que chacun d'entre nous a un parcours, une expérience qui est différente et qui va faire que nos perceptions, nos représentations vont être différentes et vont pouvoir effectivement être cause de conflits au sens où sur un sujet commun, on va parfois avoir des avis qui vont être complètement divergents, voire en totale opposition. Donc ça passe effectivement par un cadre que je présente en début d'année au moment de la pré-rentrée ou que je rappelle à chaque rentrée. Et ce cadre, je vais moi-même m'astreindre à le respecter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'explique à mes personnels qu'on peut tous dire mais qu'il y a la manière de le dire, ça sous-entend que moi, à aucun moment, je ne peux me permettre de perdre mon calme envers un personnel, d'avoir des montées lyriques, des hauteurs de voix, de m'énerver, de perdre le contrôle de mes émotions. Et c'est parce que effectivement je garde ce contrôle-là que je peux dire à mes personnels que c'est nécessaire, que c'est obligatoire, que c'est une contrainte commune et collective. Je dirais donc que c'est vraiment cette question de la modélisation et c'est le fait d'être un modèle sur cet aspect-là qui me rend légitime à poser ce contrat de communication entre les personnels. Le deuxième point, il est très en lien avec ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, avec la notion d'écoute active, d'empathie, d'assertivité, tout ce qui tourne autour de la communication. C'est-à-dire une communication qui soit claire. On reste vraiment, on se doit d'être très précis dans la communication, d'avoir des formulations qui ne laissent pas la place aux suppositions ou aux interprétations. Voilà. Une communication qui soit également empathique, à l'oral comme à l'écrit, c'est-à-dire que moi je passe beaucoup de temps, alors l'oral on le formule en situation, donc ça demande plus d'agilité on va dire. L'écrit je passe beaucoup de temps, comme mes écrits sont souvent collectifs, à réfléchir à une formulation, à me relire, à ajuster même les temps, enfin utiliser un conditionnel à un moment donné d'une demande ou des choses comme ça, pour vraiment être dans une communication qui soit à la fois claire, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que chef d'établissement, lorsque je demande quelque chose, c'est une injonction quelque part, mais dans ma formulation, je veille effectivement à lui donner du sens et à faire une formulation qui soit respectueuse. C'est-à-dire je ne m'adresse pas à des obéissants, je m'adresse à des cadres de la fonction publique qui ont une mission à remplir, et donc je les respecte en tant que tels. Il y a un élément également qui est important, là j'en suis à mon 3e établissement scolaire, un des éléments qui fonctionne bien dans la prévention des conflits entre les personnels, et entre direction et personnel, c'est vrai, c'est l'expression dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est-à-dire que les personnels aujourd'hui ne fonctionnent plus à l'aveugle. On est fonctionnaire, mais on ne fonctionne plus à l'aveugle. On veut savoir pourquoi on fonctionne, dans quel but, et quand une décision est prise, savoir qu'elle est prise et savoir pourquoi elle est prise et dans quel objectif, à quelle durée, voilà. Donc on se doit de dire tout ce qu'on fait et de l'expliciter. Et puis, une fois qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose, il faut le faire. Ça paraît anecdotique de le dire comme ça, mais les équipes mesurent très vite les collègues qui, dans la communication, vont être positifs, c'est-à-dire oui, mais finalement, derrière, il ne se passe rien. Et ça crée de l'incertitude au sein des équipes qui génère un terrain propice au conflit par la suite. Un autre point sur lequel j'insiste beaucoup, y compris lorsque j'échange avec les enseignants sur la communication, c'est le poids entre verbal et non verbal. Donc, je leur rappelle que dans une communication orale, il n'y a que 30% de la communication qui va être verbale et 70% qui va être non verbale. C'est-à-dire que je peux tout à fait
dire oralement à un collègue, répondre à un collègue, à l'inquiétude d'un collègue, en étant positif dans mes propos et que toute ma posture non verbale lui renvoie que de toute façon je considère qu'il est incompétent, qu'il ne sait pas tenir sa classe, que c'est de sa faute s'il est en difficulté. Le corps parle énormément. Et ça, cette attention-là, elle est très en lien avec le respect, mais si l'enseignant ou l'assistant d'éducation, enfin quel que soit le personnel, ne se sent pas respecté, ça ne fonctionne pas. Enfin, on revient encore au respect. Il y a quelque chose qui se vrille et qui fait que de nouveau, on est sur un terrain propice au conflit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout dire avec le sourire, en se tenant bien droit? Alors, ce que j'entends par là, c'est est-ce que tout le monde est en mesure aujourd'hui de travailler son non-verbal? Alors je pense que oui, c'est une attention à avoir, hein. Ça demande effectivement de l'attention aussi au non-verbal des autres. C'est-à-dire que moi j'apprends beaucoup en regardant les autres et en me disant « Ah, ce type de petit rictus qui là à un moment donné se ferme, etc. » Là, je pense que ce type de rictus, moi aussi, je peux l'avoir parfois. Et donc, je fais attention à, quand j'étais plus jeune, avant de devenir cadre, clairement, j'ai eu des chefs qui m'ont dit, mais toi, quand tu parles, on lit en toi comme un livre ouvert. C'est-à-dire, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, ton visage, il dit ce que tu penses réellement. Donc, pour évoluer là-dessus, moi, je me suis raccrochée vraiment à cette notion que le professionnel que j'ai devant moi, en particulier quand il est défaillant, c'est un être humain avec ses qualités, avec ses faiblesses, etc. Mais que l'être humain mérite le respect. Et que même s'il y a une défaillance ou quelque chose, je m'accroche toujours à chercher ce qui est positif et ce que ce personnel, il apporte malgré tout à l'établissement. Les personnels apportent des choses très divergentes. Ce qu'on vit, c'est une complémentarité. Voilà, il y a des collègues qui travaillent plus que d'autres, il y en a qui sont plus réactifs que d'autres, mais il y en a qui sont plus posés, et c'est le fait de prendre plus le temps qui va permettre aussi d'apaiser les choses. Enfin, chacun apporte quelque chose à l'édifice, et en regardant les gens positivement et en cherchant toujours quelque chose de positif, c'est ça qui permet de ne pas mentir finalement quand on leur parle à eux, et que le non-verbal n'exprime pas autre chose que ce qu'on a envie de leur dire, et reste bien dans une notion de respect. Il y a aussi le fait qui est très important, hein, qui est très pratiqué aujourd'hui dans les EPLE. On a un certain nombre d'instances. Et les instances, pour moi, c'est le lieu de prévention des conflits dans le sens où très souvent les conflits ils apparaissent parce qu'ils ne sont pas exprimés. C'est-à-dire qu'il y a des oppositions d'opinion sur une prise de décision par le chef d'établissement, le conseil d'administration, une partie des personnels. Et les expressions divergentes n'ont pas eu de moment pour être exprimées. Et ça monte en cocotte. Et à un moment donné, les personnels qui se retrouvent agacés, en opposition, qui ont la sensation que toutes les décisions, elles sont sans arrêt prises à l'encontre de ce qu'ils pensent, s'ils n'ont pas ces instances, au moins pour être entendus dans leur divergence d'opinion, pour être écoutés par leurs pairs, même si au bout du compte, la décision retenue collégialement, puisqu'on est en démocratie, ce n'est pas leur avis, mais au moins le fait d'avoir pu exprimer lors d'une instance officielle, dire ben moi je ne suis pas d'accord, je pense au contraire que d'expliquer pourquoi, d'entendre les arguments qui font que la décision prise sera à l'opposé de notre avis, fait que on régule quelque part ce risque de conflit, parce que moi je reviens effectivement sur ce que disait Monsieur Quéré, c'est que le conflit, il est aussi fondamental pour avancer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est tous toujours d'accord sur tout, on n'évolue pas, on n'avance pas. C'est parce qu'il y a opposition d'avis qu'on va s'enrichir de la réflexion des uns des autres et que finalement le conflit il va être positif et qui va permettre à l'EPLE, puisque moi je parle à l'échelle d'un EPLE, d'avancer et d'évoluer. Donc ça, voilà, la mobilisation des instances, ça permet de remettre en cause les certitudes, de donner la sensation à chacun d'être entendu dans son avis et ses argumentations et d'avancer. Et le dernier point, je dirais, sur la prévention du conflit, c'est d'être très attentif aux signaux faibles, c'est-à-dire de passer dans les couloirs, de passer en salle des professeurs, d'écouter nos collaborateurs, chefs d'établissement adjoints, CPE, sur ce qui leur relève justement de signes de tension ou d'incompréhension. Moi, je sais que je suis très attentive quand si le ou la secrétaire de mon établissement me dit « Oh, Madame Chardavoine, il y a un prof qui est passé tout à l'heure sur tel sujet, ils ne comprennent pas trop pourquoi telle décision, etc. » Je réagis tout de suite.
Je dis pas oui, c'est pas grave, on l'a déjà dit, pof, je vais refaire un écrit ou je vais repasser. Voilà, c'est vraiment d'être attentif à tous ces petits signes-là pour tout de suite réagir avant que ça monte. Oui. Je voulais interroger Stéphane Marie. Je reviens à vous juste après, Michel Quéré. Peut-être, donc, Laetitia Charavan, merci. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement au lycée général technologique Joseph Desfontaines à Mel, dans les Deux-Sèvres. À votre droite, Stéphane Marie, vous êtes directeur de la communication et du mécénat du CHU de Poitiers, par ailleurs médiateur diplômé. On est toujours sur cette thématique de la prévention. Est-ce que vous voyez des analogies entre votre secteur de la santé et celui de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur? Ah oui, j'en vois beaucoup. L'enseignement, vous prenez en charge des jeunes et à l'hôpital, on prend en charge des hommes et des femmes qui sont pour certains en difficulté, d'autres en grande souffrance, en tous les cas dans l'inquiétude. En tous les cas, nos deux environnements, ce sont des hommes et des femmes qui prennent en charge des hommes et des femmes. Donc en ce sens, je pense qu'on peut faire le parallèle entre nos deux environnements, même si les contextes sont différents. Sur la prévention des conflits, par exemple, est-ce que vous êtes reconnu un petit peu dans les propos de Laetitia Charavan? Alors moi je vais parler, oui, absolument. Moi je vais parler sous le prisme de la médiation, avec une expérience dans l'éducation nationale sur la médiation qui est beaucoup plus forte que dans la santé, puisque 20 ans à peu près nous séparent dans ce registre-là. Nous, on a découvert la médiation il y a finalement assez peu dans le domaine de la santé. Alors je parle de la médiation entre les agents, entre les salariés de l'hôpital, mais non pas entre le personnel et les patients et les usagers. Ne nous méprenons pas, on reste dans le domaine de la médiation de nos organisations. Nous, on a découvert la médiation comme outil d'appréhension des conflits, la prévention des conflits, mais après avoir traité les conflits eux-mêmes. C'est-à-dire que en déployant la prévention pour appréhender des conflits, des situations de communication difficiles, on a déployé la médiation pour appréhender des conflits, mais c'est venu dans un deuxième temps, dans cette courte expérience que nous avons de la médiation à l'hôpital. Peut-être, Michel Quéré, avant de revenir à Stéphane Marais, vous vouliez compléter peut-être tout à l'heure les propos de je voulais aller dans le sens de Stéphane Marais en disant que je me retrouvais complètement dans les propos de Mme Chardavoine sur les enjeux qui permettent de prévenir ou de gérer les conflits. Et je voulais peut-être, pour nos auditeurs, dire la chose suivante. En réfléchissant au sujet, j'ai regardé un peu ce qui s'écrit sur le sujet et je suis un peu frappé par la multiplicité des solutions standardisées qu'on vous propose, les 60 recettes pour gérer les conflits, les 30 conseils pour, etc. Et moi, je ne suis pas là, c'est-à-dire que je trouve que la manière dont Laetitia Chardavoine l'a amené est tout à fait juste, c'est-à-dire que le conflit, qu'on essaye de le prévenir ou de le gérer, il est contextualisé, à la fois dans l'espace et dans le temps. Là, on évoque, Monsieur Marais, l'éducation nationale. C'est à travers l'éducation nationale et ce regard partagé que je me retrouvais complètement en disant que il faut effectivement, j'ai eu plusieurs postes de responsabilité opérationnelle dans la maison éducation nationale, mais je crois qu'il y a des réalités qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut toujours, dans le contexte, rester soi-même, tout en étant à l'écoute et dans une écoute empathique. Je crois que ça, et c'est ça qui fonde à la fois l'exemplarité que vous releviez et puis le respect partagé en quelque sorte, parce que quand vous êtes à l'écoute de l'autre, il y a une forme de respect qui s'installe, quelle que soit la relation d'autorité ou pas que vous avez vis-à-vis de vos personnels. Être soi-même, c'est aussi afficher des convictions, c'est le conflit positif que vous rappeliez, et je crois que c'est important. Il faut aussi avoir une expression maîtrisée, c'est-à-dire que, j'allais dire, plus on a des responsabilités, et celles de chef d'établissement sont absolument centrales dans la maison éducation nationale, il faut savoir se poser, c'est-à-dire prendre le temps de dire attention, se décentrer sur l'autre, j'allais dire. C'est-à-dire, attention, ma parole, c'est à la fois ma parole personnelle, mais c'est aussi la parole de l'institution. Il faut que je fasse attention à comment elle est reçue, comment elle est travaillée, comment elle est interagissante finalement, surtout en cas de difficultés relationnelles. Et puis, je pense que chef d'établissement, c'est aussi tout le temps de la réflexion, de l'analyse sur comment je vais pouvoir essayer de faire avancer mon projet d'établissement, faire face à diverses situations, etc. Ça, ce management-là, on le trouve à tous les étages, si vous me permettez l'expression, et de dire que cette capacité à convaincre, pour moi, est l'une des garanties, au fond, quelque part, de la prévention et de la gestion des conflits. C'est-à-dire quand on sait où on va, quand on sait l'exprimer
dûment, si je puis dire, c'est-à-dire de façon utile, convaincante, entendable par les personnes avec qui on travaille, eh bien, je pense que ça lisse complètement cette dimension de conflit, ou en tout cas, ça aide à la lisser. Je terminerai quand même en disant, mais c'est un peu excessif de dire ça, mais il y a des situations, quand même, où, quand on est bloqué, là je rejoins M. Pralon, en fait, la relation d'autorité est aussi quelque part une chose importante. Mais j'ai toujours, dans ma vie professionnelle, considéré que l'argument d'autorité n'était pas le bon. C'est-à-dire que parfois, vous êtes obligé, en dernier recours, de faire reconnaître une forme d'autorité, parce que, ne serait-ce que parce que vous êtes un élément d'une chaîne qui part du ministre jusqu'à l'acte éducatif, l'enseignant dans sa classe. Hein, mais au fond, le pouvoir de conviction est pour moi une chose absolument importante et centrale, parce que c'est ça qui crée l'exemplarité et le respect, quoi, en fait, dans une certaine mesure. Ouais, je voulais dire que je me retrouvais assez bien dans la manière dont Mme Chardavoine a amené cette question de la prévention et de la gestion des conflits. On va aller justement parler cette fois-ci de gestion des conflits. On a parlé un peu de prévention, mais on va aller sur la gestion des conflits, surtout au travers de 3 prismes différents avec 3 de nos témoins. 1, le prisme de la médiation, on va revenir avec vous, Stéphane Maret. 2, le prisme du chef d'établissement, en l'occurrence vous, Laetitia Chardavoine. Et 3, le prisme de la recherche, en l'occurrence du management, avec Jean Pralon. Peut-être Stéphane Maret, en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, comment appréhende-t-on cette gestion des conflits au travers du prisme de la médiation aujourd'hui ? La médiation, c'est un outil qui est extrêmement structuré. Alors, c'est un terme qui est très banal, qui est très galvaudé, le terme de la médiation. Mais le processus de médiation est un processus qui est extrêmement structuré. Il est structuré, c'est un outil qu'on propose au personnel. Il y a bien d'autres outils. On parle des modes amiables de règlement des conflits. On peut parler de conciliation. C'est un autre outil. La médiation est un outil qui a 2 vertus. La première vertu, c'est de permettre à des personnes qui ont des difficultés à communiquer ou qui ne se parlent plus du tout, de pouvoir, dans ce cadre de la médiation, à nouveau se retrouver d'abord, et puis tenter de s'exprimer, de s'écouter, de se comprendre. Ça, c'est la première vertu. La deuxième vertu de la médiation, c'est de permettre aux intéressés de trouver eux-mêmes des solutions à leurs conflits. Et c'est ça la grande vertu de la médiation, c'est-à-dire que le médiateur, il n'est pas là pour imposer. D'ailleurs, on dit toujours que le médiateur, il est neutre, il est impartial, il est indépendant, et il est là pour accompagner des personnes qui volontairement s'engagent dans un processus de médiation. C'est pas un arbitre. Pardon ? C'est pas un arbitre. C'est pas un arbitre. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'avis à porter sur les positions des uns et des autres, il n'a pas d'avis à porter sur les solutions qui sont proposées par les parties. Il est impartial, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour défendre une partie face à une autre. Il est là pour accompagner les personnes dans un processus de médiation et pour les accompagner dans cette recherche de solutions. Et la force de la médiation, et dont on le voit dans la médiation judiciaire, moi je suis aussi médiateur judiciaire, et on le voit dans les entreprises, la médiation a ce pouvoir d'apporter des solutions qui ont une très forte valeur ajoutée, qui sont durables, parce que les personnes elles-mêmes ont été actrices de leurs solutions. Et c'est ça qui est extrêmement important. Voilà. Donc ça répond à un processus qu'on déroule, et on accompagne les personnes. Ce qui est très important, c'est d'apporter un cadre qui sécurise les personnes dans leur expression. Voilà. Les personnes ne s'expriment pas si elles n'ont pas confiance. Et le principe de la médiation, c'est d'apporter un cadre dans lequel elles se sentent en confiance pour pouvoir s'exprimer. Et ce cadre-là, cette confiance, elle est aussi garantie par la confidentialité. Voilà. La confidentialité est l'une des caractéristiques de la médiation, c'est que tout ce qui se dit en médiation reste en médiation, ce qui apporte une sécurité aux participants. Vous nous parliez tout à l'heure en préambule, en préparant cette émission, de médiation de projet aujourd'hui que vous menez. En quoi ça consiste ? On applique le processus de médiation pour accompagner des équipes dans le déroulement d'un projet. On sait très bien, on a parlé tout à l'heure de réticence au changement. Un projet peut amener ce type de comportement-là. Et l'objet, c'est de ne pas créer de crispation, de faire tomber les appréhensions et de dérouler ce processus de médiation en accompagnant l'équipe les équipes dans la conduite d'un projet. Voilà, tout simplement. Parce qu'au final, le conflit aujourd'hui n'est pas forcément lié qu'à 2 personnes, ça peut être un groupe de personnes qui se retrouvent dans une situation de conflit. Alors, on a des médiations avec 2 personnes et on a des médiations à l'échelle d'un service où on peut avoir
jusqu'à 20, 30, on a même eu des médiations à 40 personnes. Nos médiations sont toujours à 2 médiateurs, il y a toujours 2 comédiateurs, que les personnes soient 2 ou que ce soit un groupe de 20 ou 30 personnes. Et quand on a des médiations importantes, on monte même jusqu'à 3 médiateurs pour assurer le bon déroulement de cette médiation. Ça se fait pas en une fois? Non, ça ne se fait pas en une fois. Ça se fait pas en une fois. D'abord, le processus de médiation se passe d'abord par des entretiens individuels. C'est le principe. D'abord pour exposer le processus de médiation aux intéressés. Ensuite, pour être certain que les personnes, elles s'engagent en toute connaissance de cause dans la médiation, parce qu'elles vont se retrouver avec des personnes avec lesquelles elles sont en conflit. Donc il faut bien expliquer c'est quoi la médiation. Il faut s'assurer qu'elles sont bien d'accord pour s'engager dans le processus de médiation. Donc il y a ces entretiens préalables. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des séances plénières. Et les séances plénières, ce sont ces séances pendant lesquelles on réunit tous les acteurs. Des séances qui durent 2 à 3 heures. Et puis en avoir 2, 3, voilà. En moyenne, on est sur des médiations qui durent 3 mois, c'est à peu près la durée, avec 2 à 3 séances plénières. Et un taux de réussite de 100%? Non, on n'est pas sur un taux de réussite à 100%. Le taux de réussite, c'est 70%. Mais on dit, c'est quoi un taux de réussite en médiation? Alors, le taux de réussite en médiation, souvent, il s'évalue par la concrétisation d'un accord. Les accords, ils sont écrits, les accords, ils sont signés. Mais parfois, on a beaucoup de situations où on a des personnes qui s'engagent dans la médiation et qui finalement, au stade même des entretiens préalables, finissent par dire « finalement, le fait de m'être exprimé m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, donc je reviendrai vers vous si besoin ». Et puis parfois, au cours de la médiation, les personnes estiment ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à la rédaction d'un accord. Le fait même d'être parvenu à nouveau se parler suffit pour elles, suffit à reprendre le cours des choses, et puis finalement le conflit ou la rédaction d'un accord finit par devenir secondaire. Voilà, le principal, la première vertu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement d'avoir permis à ces personnes-là de reprendre contact. Laetitia Chardavoine, sur la gestion des conflits, justement, est-ce que vous aussi vous appliquez quelques petites mécaniques de médiation je voyais ce que vous apprêtiez à nous dire, et peut-être qu'on y retrouve justement quelques mécaniques que vient de citer Stéphane Marais. Oui, on en retrouve certaines. Donc, je vais commencer par dire que pour moi, la gestion des conflits, l'objectif, c'est de revenir à une situation sans conflit. Mais encore plus important que ça, c'est sans conflit, mais sans perdant. C'est-à-dire que je reprécise aussi qu'on parle bien d'une situation de conflit et que le conflit au sens de situation où 2 personnes ou 2 groupes de personnes ont un avis divergent sur un sujet commun. Je ne parle pas de situation de harcèlement, de violence sexiste, etc. ou de toute situation pénalement répréhensible. Je parle d'une situation où il y a opposition forte qui en arrive à des mots, de la colère, de la rancœur. Et donc, pour moi, la gestion du conflit, c'est comment je reviens à une situation sans conflit, c'est-à-dire je retrouve une situation calme, mais dans laquelle aucune des parties ne se sent perdant. Parce que si le conflit s'arrête là, mais que l'un des deux s'en va en étant contraint et en ayant la sensation de sortir perdant de la situation, le conflit va rester larvé, il va y avoir une rancœur, et à un moment donné ou un autre, il y aura une étincelle et ça va repartir. Donc finalement, on diffère, mais on ne règle pas, on ne gère pas le conflit. Donc je dirais que dans les recettes communes, entre guillemets, il y a le côté entretien individuel. Pour moi, il sert à laisser du temps pour différer les émotions. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand il y a un conflit comme ça, une opposition très forte entre des personnels, il y a des choses qui ont été dites qui souvent ont atteint l'être personnel, au-delà de l'être professionnel. Et donc il y a de l'émotion. Et il y a une incapacité à entendre ce que l'autre a à dire et le ressenti de l'autre parce qu'on est soi-même blessé. Donc souvent, je diffère la gestion du conflit pour les deux. Alors moi, je ne suis pas formée à la médiation, donc je ne fais pas de la médiation, mais en tout cas, voilà, je diffère déjà dans un premier temps, et par contre, moi, je vais accueillir le ressenti individuellement des 2 parties sur déjà leur point de vue, comment eux, ils ont vécu, donc leur vérité, puisque finalement, une situation, chacun la voit de son point de vue. Donc je vais recueillir leur vérité et leur ressenti pour que déjà,
ils livrent un premier flot d'émotions négatives, avec aussi la visée qu'ils ne retournent pas chez eux dans leur cadre familial avec ce petit poison professionnel qui est là, et ils rentrent et ils redeviennent un époux, une compagne, un parent, voilà, en ayant ça, et voilà, je trouve que c'est bien si déjà ils ont pu décharger une partie de ces émotions négatives dans l'enceinte de l'établissement avant de quitter le travail. Et après, dans un deuxième temps, qui peut être le lendemain ou quelques jours après, effectivement, j'aime bien recevoir les collègues pour lesquels il y a eu vraiment un conflit. Alors, soit individuellement, si vraiment le conflit a été jusqu'à de l'individu, soit autour d'une instance ou d'une réunion, où on va être finalement plus nombreux, et où les ressentis opposés d'opinions sur un thème commun vont pouvoir être verbalisés. Généralement, ça arrive quand un sujet est arrivé comme ça et qu'on n'a pas eu le temps de le passer par une instance, on n'y a pas pensé, ça nous paraissait anodin, ça nous paraissait simple, logique, et finalement ça a été sujet de crispation. On va faire une petite réunion spécifique sur ce sujet et on va reprendre ce processus on permet à chacun de livrer, et à un moment donné on va revenir sur le ressenti de pourquoi là il y a eu vraiment crispation à ce moment-là. Donc là, ça va être plutôt un accompagnement à la formulation et à trouver une formulation qui soit respectueuse de l'autre. Donc contextualiser et puis arriver à distinguer factuel et ressenti. C'est-à-dire réellement il s'est passé ça, ou j'ai eu l'impression que l'autre me renvoyait ça. Voilà. Et souvent on se rend compte qu'il y a des problématiques de communication et de mauvaise interprétation. Donc, et puis finalement, ce qui est concordant aussi avec le principe de la médiation, c'est la porte de sortie. C'est ce côté où finalement la solution, c'est pas le chef d'établissement qui va juger quelque chose ou dire là dans votre situation c'est vous qui avez tort, c'est vous qui avez raison, vous n'auriez pas dû réagir comme ça, oh là là. On va amener chacun, en ayant entendu le ressenti de l'autre, à reconnaître en quoi il a dépassé effectivement ce qu'il était en droit de dire ou la manière dont il l'a formulé, à entendre l'autre et soit à formuler spontanément des excuses, soit à trouver un compromis si on est sur une prise de décision, mais à trouver cette porte de sortie finalement honorable qui fait que le personnel, il n'a pas la sensation qu'il y a un chef, quelqu'un au-dessus qui a dit toi c'est bien, toi c'est pas bien, toi t'as raison, toi t'as tort, et que bien chacun va reconnaître l'autre dans ce qu'il a pu ressentir. Voilà, et puis la dernière situation, ce serait, le dernier aspect, c'est un retour en différé, c'est-à-dire que voilà, on règle la situation donc en différé très court pour libérer un petit peu l'émotionnel, mais aussi encore quelques jours ou quelques semaines après, on revient vers les personnes et on reparle de l'événement ou de la situation pour voir si c'est complètement digéré ou s'il y a encore quelque chose qui est là et qui a encore un énervement, un agacement, une incompréhension, un désaccord. Voilà, on prend la mesure et la température pour pouvoir réagir et refaire autre chose après. Stéphane Marais, vous vouliez réagir ? Oui, parce que c'est vrai que dans la médiation, l'aspect émotionnel est extrêmement important. C'est-à-dire si on ne passe pas par cette étape-là, la médiation ne progresse pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille aussi sur le besoin. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a exprimé ses émotions, elle exprime son besoin. Et vous avez pris un exemple tout à l'heure en disant « mon besoin, c'est qu'on me présente des excuses ». Voilà, l'expression du besoin est extrêmement important. Et puis la troisième chose, c'est qu'on travaille aussi sur l'approche systémique du conflit. C'est-à-dire que c'est de travailler avec les personnes sur le fait le conflit est un système. Et tout le monde ne se positionne pas de la même manière dans ce conflit-là. Certains, on peut avoir des personnes qui se disent, qui sont en grande souffrance dans un conflit, et d'autres qui reconnaissent être dans un conflit et qui pour autant laissent l'apparence qu'elles en sont très détachées. Donc tout le monde n'est pas impliqué de la même manière dans le conflit. Donc on a une approche systémique du conflit. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est comment on en sort de ce système-là. Voilà. Et il y a des personnes qui sont dans un conflit, mais qui peuvent en sortir très facilement parce qu'elles sont moins affectées. Et puis vous avez des personnes qui sont très enracinées dans ce conflit-là, très affectées par le conflit, et pour lesquelles ce sera extrêmement difficile d'en sortir. Oui, Michel. Oui, en complément, peut-être, vous me faites penser à une des activités qui est aujourd'hui portée par l'inspection générale en règle générale et par moi en tant qu'inspecteur comme les autres, si je puis dire. C'est la gestion de ce qu'on appelle les enquêtes administratives. C'est-à-dire que nous avons, quand une structure, une organisation, quelle qu'elle soit, dysfonctionne au sein de l'éducation nationale, on fait souvent appel à nous.
Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas le chef d'établissement qui dit la décision, mais on externalise quelque part le regard, la gestion du conflit finalement sur les inspecteurs généraux, quels qu'ils soient. Et je trouve que c'est une richesse de pouvoir faire ça dans une institution parce que ça oblige à de l'écoute, mais de l'écoute qui n'est plus interne, on est dans l'établissement ou dans une structure quelle qu'elle soit, on écoute une large palette, hein, souvent au-delà des éléments identifiés comme étant source de difficultés, et ça donne en fait un regard 360 degrés finalement sur la gestion de cette organisation, et je trouve qu'à titre personnel, je m'exprime en mon nom, c'est l'une des choses les plus utiles que je trouve être en capacité de faire au sein de l'inspection générale, d'abord parce qu'on libère la parole, c'est ça qui m'y faisait penser. On a la lourde responsabilité de dire les choses et de se faire au fond une conviction, parce que c'est souvent des choses difficiles. Enfin, je mets de côté aussi, comme vous l'avez très bien fait, tout ce qui est pénalement répréhensible, etc. Je reste dans une dimension administrative. Hein. Et on a cette responsabilité de dire la direction à prendre ou de faire des recommandations. Donc c'est forcément clivant dans une certaine mesure, mais il y a une forme de libération de la parole, je disais, et aussi un apaisement de l'organisation qui est systématique. Alors, j'aurais des mots à dire sur la médiation, mais les enquêtes administratives, c'est aussi un moyen de la maison éducation nationale pour être en situation de dépasser des situations bloquées et qu'on appellerait conflit, évidemment, mais je trouve que c'est une richesse de notre institution. Je me tourne vers Jean Pralon, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Jean Pralon, toujours en visio avec nous. Peut-être, Jean Pralon, en 2 temps, peut-être nous préciser de votre point de vue les principes de la gestion de conflit, et puis dans un second temps, comment gérer ce conflit. Oui. Alors sur les principes, d'abord le premier point, c'est de se dire que si on n'est pas d'accord, finalement c'est assez simple à identifier. Le risque, c'est si on est en conflit alors qu'on est d'accord. C'est-à-dire que le conflit n'est pas une question d'idée, mais une question de position. Et je pense que pour beaucoup des gens qui sont autour de la table et beaucoup des collaborateurs, des collègues qui le croisent, le problème se pose souvent en ces termes-là. Si on s'identifie aux collaborateurs ou au personnel qu'on a été et qu'on retrouve en face de soi, on peut difficilement s'en sortir parce qu'on va peut-être être d'accord avec lui et avoir du mal du coup à s'identifier à sa fonction. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit aussi de penser qu'on est d'accord, mais que le sujet c'est une question de position, et donc on a le droit de ne pas négocier quand c'est compliqué de négocier. Quand on représente une institution, quand on représente un fil de commandement qui va en effet, comme on disait, du ministre jusqu'à la salle de classe, il y a des directives qui s'imposent. Le problème, c'est que ces directives institutionnelles, elles étaient très simples à faire appliquer à une époque où il y avait encore des grandes institutions, typiquement l'éducation nationale et puis l'instituteur, la Troisième République, qu'on pouvait considérer comme étant quelqu'un de peu intéressant à titre personnel, mais représentant une institution plus grande que nous. Donc là, cette formule-là a un peu disparu, et donc quand on dit faire sens, c'est de plus en plus compliqué. Faire sens au nom de grands principes républicains, c'est facile, mais c'est de plus en plus compliqué à faire passer auprès d'individus qui y voient d'autres formes de logique et de formes de légitimité. Et donc, si on veut faire sens aujourd'hui en tant que manager et en tant que chef d'établissement, par exemple, faire sens, ça n'est pas uniquement rappeler des grands principes au nom desquels on instruit la nation, mais c'est aussi faire appel à des formes de justification alternatives, variées. Il y a des gens qui vont trouver leur intérêt dans une nouveauté, dans un nouveau principe, dans une règle, parce qu'ils vont y voir des modalités d'apprentissage, parce qu'ils vont y trouver des bénéfices autour de leurs propres intérêts personnels. Bref, il faut trouver ce moyen de négocier des choses sans perdre de vue des grands principes, parce qu'on est là pour les faire appliquer, une question de statut. Et puis aussi, ne pas être dupe du fait que derrière ces grands principes et derrière la mise en œuvre possible, il y a aussi des intérêts personnels. Et c'est autour des intérêts personnels qu'on peut quand même trouver des marges de négociation. Et sur la manière de gérer le conflit, là vous m'avez parlé des principes, mais sur la manière de gérer le conflit. Alors, sur le repérage des causes des conflits, vraiment le sujet c'est de ne pas confondre ce qui relève des idées personnelles et des positions. Le conflit qui apparaît dans les organisations, c'est accessoirement des conflits d'idéologie, de croyances, et beaucoup plus des conflits de position. Alors des positions avec un P majuscule, donc de statut, je suis le chef et je dois faire passer des directives, ou des positions avec un P plus minuscule, c'est-à-dire des intérêts personnels. Mais ne pas confondre, encore une fois,
faire sens au sens d'avoir un talent de manager qui explique les choses et qui les rend limpides, avec le décodage des intérêts personnels et des positions et des statuts des uns et des autres. Donc ça, c'est important de poser l'explication et la lecture du conflit au niveau où il se pose. C'est rarement des conflits de personnes, c'est des conflits de statut et des conflits de position. Alors le grand principe qu'on peut essayer d'utiliser, qui est utilisé dans beaucoup de travaux autour de la communication, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est une règle de comportement qui implique 3 grands principes: ni agresser, ni se soumettre, ni manipuler. Donc quand je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, quand j'essaie de faire sens face à cette personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'agresse au sens où je lui impose ma doctrine à moi? Donc si je lui dis tu n'es pas content, mais tu feras quand même, ça c'est de l'agression. C'est pas une très bonne démarche parce qu'en effet, ça crée du ressentiment, c'est ce qu'on a dit plus tôt. Est-ce que je me soumets? Je lui dis écoute, tu as bien raison, et je vais me débrouiller pour pas te déranger. Ça c'est se soumettre, ça va pas non plus. Et puis troisième possibilité, est-ce que je le manipule? Donc est-ce que je lui fais croire que demain ça sera beaucoup mieux et qu'il faut d'abord qu'il avale son pain noir par exemple et que l'année prochaine ça va être génial. Voilà. Donc est-ce que je fais ça? Si je fais ces 3 choses-là, je suis pas dans l'assertivité. Si au contraire je trouve une façon de m'exprimer qui positionne chacun dans son rôle, dans son statut, un chef d'établissement, il a des missions et des responsabilités qui sont un peu autres que celles du prof de lettres par exemple. Et donc si chacun parle du point de vue de son statut et assume son statut, assume que ce décalage de statut donne à chacun des responsabilités différentes, un point de vue différent, mais un décalage de statut différent. Donc si on assume ça, si on assume d'expliquer ce qui va se passer et ce qui doit se passer autour de légitimité liée à l'institution, mais aussi légitimité par rapport aux besoins des personnels, et puis si on fait ça dans la forme ni en agressant, ni en se soumettant, ni en manipulant, alors on a des chances de se faire comprendre, ce qui est déjà pas si mal, d'aboutir à quelque chose qui est de l'ordre du consensus, ou une forme de consensus, et surtout de ne pas créer de ressentiment. C'est déjà pas si mal. Et peut-on devenir assertif si on ne l'est pas? Peut-on se former à l'assertivité? Alors, je ne suis pas un expert de ça, mais je pense qu'on peut oui, trouver des formations à ça. Okay, très bien, merci beaucoup Jean Pralon. On approche de la fin de cette émission, je vais vous laisser la parole, Michel Quéré, parce que vous souhaitez compléter, puis peut-être même conclure du même coup. Parce qu'on non, je vais juste relancer le débat intéressant que lance M. Pralon en disant que, en rappelant la dimension de contextualisation des conflits, à la fois dans l'espace, c'est-à-dire dans les organisations, et dans l'espace et dans le temps. Et dire peut-être que, à la fois pour l'éducation nationale, là je peux m'avancer un peu, mais je pense en associant aussi la santé, on a des relations professionnelles qui sont empreintes d'une culture professionnelle où il y a de l'adhésion, de la volonté d'avancer sur des projets partagés, de la conviction en fait de l'utilité de son action, qui facilite quelque part la gestion et la prévention des conflits. Alors, je ne sais pas si ça peut servir de conclusion, mais en tout cas, je trouve que c'est à l'honneur du service public quelque part, qu'on soit dans le champ de la santé ou dans le champ de l'éducatif, que d'avoir cette facilité encore vivante, je trouve, de savoir partager des valeurs et des convictions pour, chez nous, faire société à travers l'éducation et à travers l'acquisition de la citoyenneté de nos jeunes. Et je pense au niveau de la santé, dans la relation à l'usager, d'avoir cette qualité de service qui est parfois un peu délicate par les temps qui courent, mais qui est centrale et qui est une force de conviction et qui est porteuse aussi, je pense, de facilitation pour maîtriser et gérer des conflits putatifs, quoi, il me semble. Enfin, pardon de parler pour la santé, mais je trouve qu'il y a un parallélisme des formes là qui me semble heureux de relever. C'est toute la vertu et l'honneur du service public qu'on évoque là derrière, me semble-t-il. Merci beaucoup Michel Quéré. Comme je le disais, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, bien sûr, on va découvrir en images le point ressources. C'est Sylvaine Paul qui vous propose, comme pour chaque numéro, la Minute Bibli. Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes et tous. Chers invités, un grand merci à vous pour cette émission. Merci bien sûr à Monsieur Maret et Monsieur Quéré pour vos suggestions de lecture, dont je vous présente une courte sélection tout de suite. Commençons par la fonction de médiateur ou médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette instance est présente au niveau national, mais également en académie. La description de son rôle, de ses missions sont exposées sur le site éducation.gouv.fr.
Une carte recense les médiateurs ou médiatrices académiques et leurs coordonnées. Vous pouvez aussi retrouver les actes en images du colloque des 20 ans de la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tenu le 9 octobre 2018. La médiation pour une société de la confiance. Je vous cite 2 exemples des rapports annuels produits par la médiation de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui de 2019 d'abord, Prendre soin, une autre voie pour prévenir les conflits, et celui de 2023, Faire alliance, redonner confiance. Voici à présent quelques-uns des ouvrages qui vous permettront d'approfondir le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une simple sélection. Une liste plus complète sera à votre disposition dans les références sur le site internet et la page des périscopes. Pour commencer, voici un ouvrage publié chez Dalloz en 2019 dans la collection Connaissance du droit. Les modes alternatifs de règlement des conflits. C'est la 3e édition. Il a été écrit par Loïc Cadier et Thomas Clay. On nous propose ici un panorama des marques, c'est-à-dire les modes alternatifs de règlement de conflits, dont on définit la notion et la typologie. Ce livre s'adresse à tous les publics, professionnels du droit ou pas. Voici à présent un ouvrage publié chez ERES, dont la nouvelle édition est sortie en 2015. Jacques Faget, directeur de recherche émérite au CNRS, nous propose ici un panorama complet de la médiation, avec ses points forts et ses points faibles, en abordant également les aspects historiques et philosophiques, ainsi que ses enjeux politiques, institutionnels et sociaux. Voici à présent un guide pratique et cadre juridique de la médiation pour tous. La médiation pour tous en France, comment gérer relations et conflits. Il a été publié chez l'Harmattan en 2022. Il est conçu comme un manuel d'auto-formation et est illustré par de très nombreux exemples. Et il précise également le cadre juridique actuel de la médiation. Je citerai aussi la définition du mot « conflit » dans l'ouvrage intitulé « Les 100 mots de la sociologie » publié en ligne en 2022 par Sandrine Ruy. Cette définition considère à la fois le côté négatif du conflit, mais aussi son côté positif, car nous l'avons entendu, il y en a aussi. On citera aussi les 100 mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, Initiation à la communication non violente de Marshall B. Rosenberg, et qui a été publié chez La Découverte en 2016. C'est une méthode simple et abordable pour s'initier à la communication non violente. Et enfin, last but not least, Chevaucher son tigre ou comment résoudre des problèmes compliqués avec des solutions simples. Cet ouvrage est paru le 10 avril 2008 aux éditions du Seuil et a été écrit par Giorgio Nardone. Chacun de nous, dit un proverbe chinois, va se coucher chaque nuit auprès d'un tigre. On ne peut savoir si, au réveil, il voudra nous lécher ou nous dévorer. C'est une belle image de la relation que nous avons avec nos propres limites. Ce livre s'adresse au tigre qui est en chacun de nous et propose de le dompter pour surmonter les obstacles avec une sagesse inspirée des principes orientaux. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces références et d'autres encore sur la page des périscopes du site de l'IH2EF et, pourquoi pas, en profiter pour voir ou revoir les émissions précédentes. Marc-Antoine, chers invités, encore merci d'avoir participé et contribué à cette émission. On se retrouve le 11 février 2025, date anniversaire de la loi de 2005 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire, et nous aborderons cette fois l'école inclusive au périscope. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente année 2025 et à très bientôt. Merci beaucoup Sylvaine, on se retrouve donc le mois prochain Sylvaine pour une nouvelle Minute Bibli. En attendant, je vais remercier nos 4 intervenants qui étaient avec nous en plateau aujourd'hui, à commencer par celui qui était à distance, Jean Pralon, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Merci d'avoir été avec nous Jean Pralon. Merci également à Laetitia Chardavoine, vous êtes chef d'établissement au lycée général et technologique Joseph Desfontaines à Mel, dans le 79, merci, et bon retour dans les Deux-Sèvres. Stéphane Marais, merci d'avoir été avec nous, c'est rare qu'on accueille des personnes du monde de la santé, donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de la communication et du mécénat du CHU de Poitiers, médiateur diplômé. D'ailleurs, si nos spectateurs veulent réagir au fait que nous ayons invité des personnes extérieures au monde éducatif, n'hésitez pas à le faire sur la plateforme X avec le hashtag au périscope. Merci en tout cas Stéphane Marais d'avoir été avec nous.
Et enfin, Michel Quéré, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, merci d'avoir été là, d'avoir fait l'ouverture de cette émission et puis d'avoir complété les propos de chacun de nos intervenants au fil de l'heure qui s'est écoulée. On se retrouve très prochainement, très exactement le 11 février prochain, pour un nouveau numéro d'Opériscope consacré à l'école inclusive. D'ici là, vous pouvez retrouver cet épisode en replay. Belle journée à tous, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.